Merci Werner. Bonjour à tous, merci Werner. Radio France, vous connaissez tous, j'imagine. Je vous fais une petite piqûre de rappel sur ce que sont nos 7 chaînes de radio. France Inter, France Info, France Bleu, France Culture, France Musique, FIP et Move. Alors je vous vois à peu près malgré les projecteurs, j'aimerais juste faire un petit sondage, savoir qui d'entre vous, ne serait-ce qu'occasionnellement, se branche sur une de nos radios et nous écoute un petit peu. Waouh, on va faire à l'inverse. Qui, parmi vous, ne serait-ce que jamais, n'écoute nos radios? Aucune de nos radios, jamais. Personne, magnifique. Merci beaucoup de nous écouter, donc on est face à notre public. À vrai dire, vous surreprésentez un peu la population française qui nous écoute, disons sur une base mensuelle, à peu près à moitié. La moitié des Français nous écoutent, ne serait-ce qu'occasionnellement chaque mois. Un quart des Français nous écoutent tous les jours. L'une de nos radios, je n'ai pas dit France Inter ou France Info, l'une de nos radios. C'est beaucoup. Alors je vais vous raconter comment nous, dans le numérique, on est arrivé à utiliser le cloud, pas tout à fait par accident, mais avec des bonnes raisons. Je vais d'abord commencer par une petite histoire. Ça, c'est une photo de l'auditorium, le magnifique auditorium de Radio France, le 11 janvier 2015, si je ne dis pas de bêtises, lors de la soirée pour Charlie que Radio France et France Télévisions avaient organisée ensemble. Vous vous souvenez, 4 jours avant, le 7 janvier 2015, Charlie Hebdo, 2 jours après, l'hypercachère, un moment dramatique, un moment d'émotion intense, de peur aussi, et de retrouvailles nationales en France. La petite histoire pour moi dans cette grande histoire et dramatique nationale, je venais d'arriver à Radio France 2 jours avant Charlie Hebdo, et le site principal de Radio France, franceinter.fr, s'est effondré. S'est effondré. Les journalistes qui voulaient couvrir les événements ne pouvaient plus travailler, ne pouvaient plus rédiger leurs articles. Les auditeurs qui voulaient venir nous écouter, réécouter une analyse du matin, lire un papier sur ce qui s'est passé, ne pouvaient pas, le site était devenu indisponible. On a dû prendre des mesures d'urgence pour sauvegarder l'essentiel, à savoir l'écoute de la radio. Mais le reste ne marchait pas, et ça a duré 3 semaines. Alors, quand on a un média et qu'on vit du fait qu'on produit des contenus et que les gens viennent les écouter, les lire, les regarder, ça, c'est pas bon du tout. Du tout. La radio, en très résumé, c'est de la production de contenu, de l'information, de l'histoire, des savoirs, de l'humour, etc., de la musique, toutes sortes de choses, et de la diffusion. Traditionnellement, c'est-à-dire depuis environ un siècle, la diffusion se fait à partir d'émetteurs, le plus connu en France étant, je pense, celui qui est représenté sur cette photo, qui ne fait pas qu'accueillir des touristes, mais qui diffuse de la TNT pour la télé et de la radio. Certains sauraient mieux le dire que moi, mais la Tour Eiffel permet à quelques millions, 8-10 millions d'auditeurs d'écouter la radio s'ils le souhaitent. Et évidemment, le principe du broadcast, c'est que vous diffusez une fois depuis tout en haut et que vous ayez 10 000, 100 000 ou 1 million d'auditeurs, c'est toujours le même signal qui est diffusé partout et ça ne pose pas, le volume ne pose pas de problème à l'infrastructure elle-même. Sur Internet, vous le savez, c'est différent. Chacun son contenu, chacun son flux, chacun sa demande à un moment donné, chacun dans sa temporalité. Quand vous faites face à des attentats, moments imprévisibles et dramatiques, à d'autres moments plus prévisibles comme les élections, on a connu quelques échéances ces derniers mois, vous constatez sur les plateformes Internet des pics d'audience, dès que vous traitez d'actualité. Des pics parfois imprévisibles, des pics parfois prévisibles, des pics souvent assez durs à encaisser. Vous pouvez faire x5, x10, x100 même sur certaines plateformes. Vous imaginez bien, parce que vous l'avez tous fait ces derniers jours, à 20h au moment précis où tombent les résultats des élections, vous connectez ou recevoir des alertes sur votre smartphone, chercher des résultats, etc., etc. Et on doit encaisser quelque chose qu'on n'est pas habitué à encaisser au quotidien. Il y a ce phénomène dans les médias numériques, qui est que vous connaissez des moments parfois aléatoires et parfois prévisibles de pics un peu insensés de charge. Il y a aussi, au-delà de ça, et c'est ce que je vais vous illustrer sur les 2 prochaines planches, une croissance des usages qui est structurelle à Internet. Vous voyez là, sur cette jolie courbe exponentielle, la croissance des podcasts de Radio France en nombre de téléchargements, moyenne mensuelle, année après année.
Ça veut dire, en 2017, on est à peu près à 50 millions sur les premiers mois de l'année, même un peu au-delà. Vous voyez sur cette courbe, ça progresse très vite, plus de x2 tous les 2 ans. C'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Alors, pourquoi ça ? D'abord parce que les gens achètent des smartphones, l'usage croît presque mécaniquement. Ensuite, parce que, vous avez tous levé la main tout à l'heure, hein, Radio France, c'est extraordinaire. Vous avez des super contenus. Et puis plein de contenus surtout, qui peuvent s'écouter au moment où on choisit. Pensez à une émission de philosophie, de science, même certaines émissions de divertissement, d'histoire, qui marchent très très bien en podcast, qui sont très téléchargées. Je ne vais pas vous les citer, mais juste quelques-unes, parce que ça doit évoquer quelque chose à certains d'entre vous. Les chemins de la philo, anciennement les nouveaux chemins de la connaissance, la marche de l'histoire, affaires sensibles. Si tu écoutes, j'annule tout, dans le rayon de l'humour. La croissance des usages, la qualité des programmes, mais ça n'explique pas tout. Quand vous voulez servir 1,5 million d'épisodes, parce que c'est ce qu'on a en ligne aujourd'hui, d'épisodes d'émissions de radio ou de chroniques, à des auditeurs, à des internautes, disons à des audinautes, vous êtes obligé de travailler énormément à ce que ces contenus, ces programmes, soient trouvables. Soient trouvables quand on les cherche, ce qui est loin d'être simple, mais encore plus fort, être trouvable même quand on ne les cherche pas, pour les découvrir, pour y prendre goût, pour s'y habituer, pour devenir petit à petit un auditeur fidèle. La flèche que je montre, c'est un moment où on a beaucoup travaillé sur ça, la qualité d'édition, qu'un podcast ait un bon titre, qu'il ait un bon résumé, et que surtout, il y ait une grande fiabilité de sa mise en ligne. Que ce soit comme un rendez-vous, qu'on le retrouve systématiquement et pas aléatoirement. On a énormément travaillé, ça existait déjà, ça marchait bien, vous le voyez sur les courbes, mais on a travaillé à fiabiliser tout ça énormément et on voit sur cette courbe les résultats. Je vous en montre une autre, qui est une approche totalement différente de ce qu'on constate en tant que média en ligne. C'est les gens qui viennent sur nos sites et nos applications. Je ne vais pas faire le sondage parce que je sais que la quasi-totalité d'entre vous avez nos applications ou allez sur nos sites très régulièrement. Donc je ne vais pas vous faire perdre de temps à lever la main. Néanmoins, ça ne se fait pas si facilement que ça, vous servir. Parce que vous êtes exigeant. Vous savez, on est un service public, tout le monde paye pour le service public, tout le monde a envie que ça marche. Quand ça marche, c'est normal. Quand ça ne marche pas, on nous tape dessus. On nous écrit, on nous interpelle, on nous dit « c'est pas normal, on vous paye, vous êtes le service public, etc. etc. » C'est totalement légitime. Les gens ont raison d'exiger ça. Néanmoins, je vous l'ai raconté avec l'épisode malheureux de janvier 2015, dramatique pour la France et malheureux pour nous qui devions rendre un service, qui avions du mal à le rendre. Faut que ça marche et c'est beaucoup de travail pour que ça marche à tous les niveaux. Le changement principal pour nous, pour enclencher notre transformation, ça a été de se dire, comme pour beaucoup d'entre vous, hein, c'est pas un scoop ce que je vais dire, c'est de se dire, on va pas se demander comment on va diffuser nos contenus, on va se demander comment les gens les reçoivent. Ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube, ils sont sur Google pour rechercher des choses. Ils ont différents parcours utilisateurs et à un moment ou à un autre, ils vont arriver sur l'une de nos applications, sur l'un de nos sites. Et à ce moment-là, on ne peut pas se louper. Il faut que le son arrive, que la vidéo soit là, que l'article soit bien présenté. On a appelé ça l'hyper-radio, que la radio devienne une hyper-radio, une radio qui marche en ligne, une radio qu'on peut trouver même sans être cherchée, une radio qu'on peut cliquer pour approfondir son parcours, une radio qui n'est pas une radio linéaire, mais une radio dans laquelle on navigue en tant qu'internaute. Pour réussir ça, on est parti sur... Je simplifie beaucoup, mais à titre personnel, je ne serais pas capable de beaucoup le complexifier. Je ne suis pas technique comme beaucoup d'entre vous, donc je vais vous en donner une vision un peu macro. On est parti sur 3 principes assez simples, celui que je viens de vous décrire. On pense d'abord à ce que font les utilisateurs, comment ils se comportent le matin, au petit déjeuner, quand régulièrement ils allument leur poste de radio, mais parfois ont leur smartphone en main. Comment ils se comportent dans leur voiture, comment ils se comportent au travail, comment ils se comportent dans les transports, sur quel site ils vont, etc., etc. Comprendre leurs usages, et surtout, parce qu'on l'a constaté ces 2 dernières années avec une vraie bascule, il y a 1 an et demi à peu près, penser d'abord pour les mobiles. Les mobiles ont largement dépassé tous les autres écrans pour nous. Deuxième chose, la qualité. La qualité, c'est un des fondements de ce qu'on produit en radio. La qualité, on l'exige pour tous nos programmes. On devrait l'exiger aussi pour toute notre distribution ou notre diffusion sur Internet. Penser la qualité, c'est penser ce que vivent les gens, je vous l'ai déjà dit, quand ils vont chez nous. Il faut que ce soit une expérience agréable ou au moins aboutie. C'est penser aussi la qualité de l'expérience de nos contributeurs. On a plein de gens à Radio France qui ne sont pas nés avec le numérique, qui n'ont pas ça naturellement, mais qui ont envie d'y aller. Simplement, quand vous êtes un journaliste et qu'il vous faut 20 minutes pour sauvegarder
votre article dans un back-office, dans la base de données, ou que vous voulez le mettre à jour parce que l'actualité a bougé et que vous n'y arrivez pas, etc., c'est catastrophique. On ne peut pas se permettre ça. Troisième principe, être tout le temps en mouvement, ou se préparer à être en mouvement permanent. Il y a 10 ans, les smartphones n'existaient pas. Je réfléchis. Les premiers smartphones, pas encore l'iPhone. Aujourd'hui, à peu près 75% de la population en est équipée, et la quasi-totalité d'entre vous probablement. Régulièrement, des nouveaux appareils apparaissent, des assistants vocaux, comme celui d'Amazon, des nouvelles plateformes, la voiture connectée, des nouvelles technologies qui rendent obsolètes les précédentes, etc., etc. On ne veut pas, quand on construit, quand on investit des moyens importants sur un socle numérique, on ne veut pas avoir tout à refaire tout le temps. On ne veut pas que, si on doit changer complètement l'ergonomie du site de France Inter ou de France Culture, parce que les pratiques évoluent, si on veut faire une nouvelle application pour France Musique, on ne veut pas avoir à refaire toute la partie plateforme. On ne veut pas, si on veut rajouter des nouvelles fonctionnalités pour les journalistes, avoir à tout redévelopper du côté du site web. On ne veut pas que nos serveurs tombent, mais on ne veut pas, si jamais l'un de nos serveurs tombe, par exemple celui qui permet d'afficher des photos sur les sites web, que ça compromette l'écoute de la radio. On ne veut pas qu'un petit grain de sable à un endroit fasse s'effondrer tout l'édifice. Ça oblige à une approche très architecturée de ce qu'on fait, beaucoup de modularité dans les développements, ce qui permet que des choses tombent et pas d'autres, ce qui permet de faire grandir très vite certains types de fonctionnalités quand ce n'est pas nécessaire pour d'autres, etc., etc. De penser autour d'API, une excellente pratique de développement, qu'on les ouvre à l'extérieur ou qu'on ne les ouvre pas, parce que ça nous permet d'atteindre cette qualité, cette modularité qu'on souhaite. Et pour arriver à rassembler ces trois vertus, on ne s'est pas dit a priori qu'on allait partir sur un cloud. D'ailleurs, à l'époque de Charlie Hebdo, on avait toute notre infrastructure dans peut-être un cloud privé, en tout cas une infrastructure privée, avec des machines qu'on pouvait matérialiser dans un site qu'on pouvait matérialiser, quand ça n'était pas pour certains des composants directement à la maison de la radio. Et on s'est demandé, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Avoir les serveurs à notre main, directement chez nous, sur site, quitte à avoir un site redondé plus loin, avoir un hébergeur privé avec lequel on pouvait avoir une relation privilégiée, des fonctionnalités totalement sur mesure, et qui était un peu ce qu'on faisait jusqu'à présent, aller dans le cloud où on a, entre guillemets, banalisé notre infrastructure, la rendre invisible, comme disait Werner tout à l'heure, mais avoir finalement cette souplesse. Juste une anecdote, au moment du premier tour des législatives sur le site de France Bleu, vous savez, c'est un réseau de stations locales. Ils voulaient couvrir les législatives, les résultats, et ils l'ont fait de façon très efficace. Et on avait beaucoup travaillé les pages de résultats de l'élection. Sauf qu'à 20h05, on constate qu'on a un pic de charge bien plus élevé que ce qu'on prévoyait, et notre infra n'est pas assez dimensionnée. On est sur le cloud d'Amazon. En quelques minutes, on commande des machines en plus, et l'industrialisation de nos développements nous a permis de déployer automatiquement plein de serveurs en plus. Et en quelques minutes, on est monté en puissance et l'infrastructure a tenu la charge sans aucun souci visible pour les internautes. Donc voilà, allumer, éteindre des serveurs, monter vite en charge, redescendre en charge, et puis accompagner cette croissance structurelle des usages, qui est très forte. Vous voyez, quand on est sur des courbes exponentielles, c'est pas simple à encaisser avec des infrastructures traditionnelles. Ça nous a amené à choisir, à faire le choix du cloud. Je pense, je suis pas totalement certain de ce que je dis, donc je m'avance, certains réagiront peut-être sur Twitter, mais je pense que parmi les grands médias français, on doit être les premiers à avoir mis l'intégralité de notre infrastructure digitale dans un cloud. Hébergement des podcasts, les sites web, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire dans les grandes lignes. J'ai juste mis une dernière slide pour vous donner quelques ordres de grandeur sur ce que représente notre stock, notre base de données. 1,5 million de sons, je vous les ai dit tout à l'heure, 1,5 million de pages, d'articles, etc. Ce qui représente 10 téraoctets de données. Et en flux, c'est-à-dire chaque mois, 70, on est même plus proche de 180 millions d'écoutes. Je ne sais pas si vous représentez, c'est-à-dire 6 millions par jour. C'est 3 tiers en fait. Un tiers de gens qui écoutent des sons à la demande, un tiers de gens qui écoutent des vidéos à la demande, sur YouTube et Facebook principalement, et un tiers des gens qui écoutent nos radios en streaming. C'est approximativement ça, sur les 180 millions, 6 millions par jour. Voilà, vous avez les chiffres, vous pouvez les prendre en photo si ça vous intéresse. J'espère que ce que je vous ai dit vous aura inspiré, au moins un petit peu éclairé. Merci beaucoup. Ok, Laurent.